La crise au sein du Congrès pour la démocratie et le progrès, une crise générationnelle à enjeux économiques, mais surtout très regrettable. C'est la lecture que le groupe d'observateurs indépendants de la scène politique fait du tumulte au sein de l'ex-parti au pouvoir. Face à la presse ce matin, le groupe n'a pas manqué d'appeler les différents protagonistes à sortir de cet engrenage. Le nouveau code pénal continue de faire des vagues. Adopté par l'Assemblée nationale le 21 juin dernier, la nouvelle loi interdit et punit sévèrement certains actes liés à l'information et à la communication. Pour le RIJ, c'est une loi liberticide. Le réseau d'initiatives de journalistes s'y oppose vigoureusement. Et puis nous irons aux États-Unis, précisément dans le Texas. Les journées économiques et culturelles du Burkina Faso s'y sont déroulées du 20 au 23 juin dernier. Opération de charme réussie pour la communauté burkinabé, d'après Aubin Guébré, fraîchement rentré de Houston. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Les Burkinabés sont inquiets de la situation au sein de l'ex-parti au pouvoir. Le CDP traverse une crise majeure due au choix de son candidat à la présidentielle de 2020. Une situation déplorable pour plus d'un. Le groupe d'observateurs indépendants de la scène politique y voit un conflit générationnel avec des enjeux économiques. Il était face à la presse ce matin. Rémi Lambert-Nibier. Issus des divers secteurs de la vie active, ils disent avoir le même centre d'intérêt, la lecture de l'actualité politique sans pour autant en être des acteurs. C'est donc un groupe d'observateurs indépendants de la scène politique burkinabé qui se propose de décrypter la crise au sein du CDP. Pour cerner les contours de la crise, le groupe d'observateurs indépendants invite l'opinion publique à s'interroger sur ces péripéties. Pourquoi après tout ce temps passé, c'est exactement maintenant, à l'orée des candidatures à la candidature, que ces griefs sont soulevés et actés? Lequel des actes entre les insuffisances administratives involontaires reprochées au président Edi Komboigo et une candidature en solo d'un militant qui utilise abusivement le logo et l'effigie du parti est-il d'une gravité répréhensible dans un parti organisé? Si pour les animateurs de la conférence de presse, ces questions sont de nature à éclairer sur les enjeux de cette crise, ils en viennent à la conclusion que la crise au CDP est générationnelle et d'ordre économique. C'est non seulement ce problème générationnel qui existe, les anciens qui ont peur ou qui ont la hantise du départ et qui veulent être omniprésents. Et deuxièmement, ça vise le budget de 2020. Tout simplement ça. Avoir le contrôle du budget électoral pour gérer ça comme d'habitude et puis voilà. Alors que les jeunes aussi qui sont restés dans la maison pendant que les anciens avaient fui et qui ont pu tenir la maison jusqu'à ce jour n'entendent pas être des figurants. Et 2020 arrive. Il y a beaucoup d'autres anciens qui sont encore à Abidjan, qui pensent que c'est cadré seul qui peut permettre leur retour. Donc, on pense que Edi est trop indépendant. Ce groupe d'observateurs indépendants dit être parvenu à cette analyse après une rencontre avec chacun des deux camps. Par ailleurs, il affirme n'avoir aucune intention partisane. La politique est une activité d'utilité publique. Il y a des valeurs. Les partis politiques ne sont pas un monopole ou une propriété privée des seuls fondateurs et militants actifs. Au-delà d'associations, le CDP est une université suscitée et produit la majorité des acteurs et animateurs politiques de notre pays. Donc un patrimoine commun à consolider par tous. Fort de 17 membres actifs, le groupe d'observateurs indépendants de la scène politique burkinabé dit avoir l'intention d'entreprendre des démarches en vue de pousser les protagonistes de la crise à concilier leurs positions. Une semaine après l'adoption par l'Assemblée nationale du nouveau code pénal, la pilule a toujours du mal à passer
Au niveau du RIJ, le réseau d'initiatives de journalistes dénonce une loi liberticide en ce qu'elle fait une restriction de l'information aussi bien en temps de paix qu'en temps de crise. À travers un panel animé hier soir à Ouagadougou, le RIJ a voulu situer l'opinion publique sur ce qui pourraient être les conséquences de cette loi. Roméo Kweta. Un test liberticide qui porte atteinte à la liberté de presse et d'expression. C'est ce que pense le RIJ, le réseau d'initiative des journalistes, de certains articles du nouveau code pénal adopté le 21 juin dernier. Des articles relatifs à la diffusion des images et de certaines informations en lien avec les attaques terroristes. Si le test peut permettre de réglementer un tant soit peu cette pratique sur les réseaux sociaux, au niveau des médias classiques, les panélistes pensent que cette loi est inopportune dans la mesure où la presse burkinabé est assez responsable. Donc je pense qu'il y a un minimum que nous savons déjà en la matière. Maintenant, il faut aller savoir, est-ce que nous devons informer ou est-ce que nous devons nous empêcher d'informer, même si l'information est là. S'il y a eu 100 morts sur la route de Kaya, si moi je ne le dis pas, j'empêche des gens d'avoir accès à cette information-là, qui va aussi les empêcher de passer sur cette même voie-là, où ils peuvent être tués. On me dit, je n'ai pas dit qu'il y a eu 100 morts sur cette route. Est-ce que tu penses que c'est juste? Voilà. Ça, c'est une question. Je pense que souvent, l'information qu'on nous empêche de dire est salvatrice pour beaucoup de personnes. En plus, dans sa forme actuelle, la loi n'est pas assez précise. Si elle cible les médias locaux, qu'en est-il des médias occidentaux? Le risque est que si la presse burkinabé ne peut plus donner l'information, la population pourrait s'en remettre à celle qui vient de la presse internationale. À la lumière de ce qui s'est passé avec l'état-major, les attaques des états-majors, on a vu les chaînes étrangères ont donné un chiffre qui véritablement faisait froid au dos. Mais il a fallu l'intervention des médias, des choses comme on appelle au niveau national, pour rééquilibrer l'information, donner la vraie information aux populations. Et maintenant, si ici on ne peut plus couvrir, bon, on va tout avoir de l'autre côté. C'est bon, c'est pas bon, on sera obligé d'avaler. Et ça pose le problème de cette loi. Pour le RIJ, ce nouveau code pénal remet également en cause certains acquis de la presse burkinabé, notamment la dépénalisation du délit de presse voté en 2015 sous la transition. Avec ce nouveau test, le journaliste burkinabé peut désormais se retrouver en prison. Un véritable recul que dénonce ce réseau de journalistes. Ce panel entre dans le cadre de la traditionnelle rencontre mensuelle du réseau qui vise à poser le débat sur les questions d'actualité en espérant que les propositions issues des échanges soient prises en compte par l'autorité. L'actualité, c'est aussi le lancement du projet de promotion de stratégie de police de proximité dans la commune de Pabré. La police de proximité, un concept visant à faire participer les communautés dans la gestion de la sécurité. Le récit de Didier Daourou avec la voix de Rémi Lambert-Nivier. Ces dernières années, l'environnement sécuritaire du Burkina Faso est marqué par la recrudescence des actes de criminalité tels que le terrorisme qui menace le vivre ensemble. Outre le terrorisme, d'autres formes de criminalité grandissantes sont constatées dans certaines régions. Une situation qui interpelle toute la population à développer des initiatives pour renforcer le niveau de sécurité. C'est dans ce sens que s'inscrit le projet de promotion de stratégie de police de proximité lancé à Pabré. La phase pilote intitulée « Projet de lutte contre les vols d'animaux, les cambriolages et les coupeurs de route » permettra de concevoir et mettre en œuvre des initiatives d'une police de proximité. Vous savez, il est question d'aller trouver quelque part où il faut empêcher que l'insécurité s'installe. Là où l'insécurité est déjà installée, vous ne parlez plus de la prévention, vous parlez maintenant de la répression. Vous parlez maintenant de comment contrecarrer l'insécurité qui existe. Ici, Pabré, nous devons travailler. Donc, la police de proximité a donc pour objectif fondamental la prévention. Et donc, Pabré étant vivant une sécurité relative, nous allons travailler de manière à ce que l'insécurité ne s'installe pas à Pabré. Voilà. Donc, et déjà que vous voyez qu'il y a des prémices, il y a des sentiers d'insécurité qu'eux-mêmes ils ont identifiés comme étant des préoccupations. Alors maintenant, bon, ça, à notre avis, c'est gérable. Mais il y a des zones où vous ne pouvez plus avoir la population tranquille pour réfléchir à comment contrer un peu cette insécurité qui est en train de s'installer.
Concrètement, le projet va consister à renforcer les capacités de la police et de la gendarmerie afin de promouvoir des prestations de services transparents avec pour but de rétablir la confiance entre les organismes de maintien de l'ordre et les communautés qu'ils servent. C'est un projet qui consiste à renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, notamment la gendarmerie et la police dans les localités. C'est-à-dire faire en sorte pour que la population prenne en charge même sa propre sécurité et se faire accompagner par la police et la gendarmerie en tant que technicien de la sécurité. Nous avons réussi avec la population de Pabré à identifier le projet pilote, c'est-à-dire la préoccupation fondamentale. Il y en a eu plusieurs, mais de façon prioritaire, nous avons identifié que le vol d'animaux et également les cambriolages des boutiques et également certains coupeurs de route dans les pistes au niveau entre des villages étaient une préoccupation qui peuvent être gérées de façon véritablement endogène. Le projet est initié par l'ONG américaine dénommée Strategic Capacity Group, une ONG agissant dans le secteur de la sécurité. Le projet est prévu pour s'exécuter dans 4 pays que sont le Sénégal, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Et la bonne gouvernance qui incite les populations à aller au-delà de la simple collaboration avec les autorités gouvernementales. Le secrétariat permanent des ONG encourage le contrôle citoyen. Le SPONG s'est récemment intéressé à la mise en œuvre de la politique de gratuité des soins au Burkina Faso. Une enquête menée dans 6 régions du pays révèle que la mesure est effective, mais qu'elle est émaillée de difficultés. Sandrine Zougouri. Entrée en vigueur en 2016, la gratuité des soins chez les enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes a permis de redresser les indicateurs de santé. Pour s'assurer de cette effectivité, le SPONG, le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales, a mené un contrôle dans les districts sanitaires en vue d'apprécier l'application de cette mesure. De cette petite enquête, on retiendra que la situation sécuritaire du pays et la rupture des kits sanitaires dans certains districts ont constitué un vrai blocage pour la mise en œuvre de la gratuité des soins pour ces couches spécifiques. Oui, en général, dans toutes les formations sanitaires visitées, la gratuité est effective, à en croire ceux qui ont été interviewés, et également, bien sûr, la revue documentaire. Elle est effective, mais maintenant, il y a des difficultés dans la mise en œuvre. Les difficultés sont beaucoup plus en lien avec la disponibilité des intrants, notamment les médicaments. Et donc, on peut dire c'est le principal défi. Et il y a aussi des défis liés à l'accueil au regard justement de la fréquentation qui s'est accrue. Donc les agents de santé ne sont pas forcément suffisants pour faire face justement à l'afflux des populations dans les centres de santé. Donc c'est vraiment les défis majeurs que nous avons constatés depuis le démarrage justement de cette évaluation trimestrielle. Accompagné financièrement dans ces enquêtes par l'UNICEF, le SPONG espère à travers ces résultats mettre en place une stratégie en vue d'accompagner le gouvernement. Par ailleurs, il invite les parties prenantes à jouer leur partition. Et ce qu'on peut constater pour le moment, c'est sur la base en fait des résultats d'un semestre, le dernier trimestre 2018 et le premier trimestre 2019. Alors c'est pour dire qu'effectivement l'État fait des efforts. Mais au niveau de la population, il y a une certaine méconnaissance déjà de la mesure qui est là. Les gens ont une certaine réticence à aller vers les formations sanitaires. Donc je pense que c'est ensemble, que ce soit partenaire de l'État, que ce soit la société civile, comme l'organisme partenaire UNICEF, pour que nous mettons en œuvre ensemble nos synergies pour que la mesure soit la plus efficacement possible mise en œuvre sur le terrain. Ces évaluations prennent en compte les résultats du 4e trimestre de l'année 2018 et du premier trimestre de l'année 2019 et ont concerné 6 régions. Il s'agit de la région du Sahel, du centre-nord, de l'Est, du centre-Est, du centre-Ouest et Sud. Dans son rôle de contrôle citoyen, le SPONG compte couvrir les 13 régions.
L'heure du bilan pour les acteurs de la mise en œuvre du PAPSA. À quelques mois de la clôture du projet d'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire, on évalue le chemin parcouru. En 8 années d'exercice, le PAPSA peut se targuer d'avoir fait plus que l'essentiel. Sandrine Zougouri. À 5 mois de la fin du PAPSA, le projet d'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire, les acteurs du projet font un diagnostic des différentes réalisations. Durant 8 ans, les actions du projet ont permis d'atteindre plus de 795 000 bénéficiaires directs pour une cible de 800 000 personnes au départ. Au niveau de la production céréalière, les objectifs ont été plus que atteints, avec un taux d'exécution de 106%. Dans le domaine de la production céréalière, le niveau d'atteinte de la cible est de plus de 106%. Le système de warrantage a permis le stockage par les producteurs de 18 375 tonnes de céréales. Autour des 7 aires de production phonique, les revenus générés par les communautés ont atteint 503 millions de francs CFA pour une valeur de référence de 290 millions de francs CFA en 2014. Dans le domaine de l'élevage, on note une augmentation de la production de lait collecté par les CCL et les UTL. Pour ce qui est de la pisciculture, 420 tonnes de poissons sur 540 tonnes attendues en fin de projet, soit environ 78% de la cible. 2019 constituant la dernière étape du projet qui a démarré en 2010, cette deuxième mission de supervision conjointe gouvernement-Banque mondiale constitue un cadre de mise au point de certaines activités en retard d'exécution telles que les aménagements des périmètres irrigués. Nous avons aussi appuyé la mise en œuvre de l'opération et distribution électronique des intrants. Nous avons déjà fait une première opération pour la campagne sèche qui a donné de bons résultats. Actuellement, nous sommes sur la campagne humide qui devrait nous permettre de couvrir 6 régions de notre pays, soit au total près de 4000 villages qui sont concernés par cette opération e-voucher. Donc c'est cette opération qui nous restait aussi à démontrer. Si vous regardez les superficies qui ont été aménagées par le projet en termes de bas-fonds pour la production du riz, ça fait plus de 10 000 hectares de bas-fonds aménagés. Et ce projet seul, à partir de 2016, contribue au minimum à 10% de la production nationale de riz. Au Burkina Faso, le projet d'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire est en adéquation avec les objectifs du programme national du secteur rural. Accompagné par la Banque mondiale, le projet a pour objectif d'améliorer la capacité des petits producteurs et à accroître leur production vivrière. De quoi soulager les tradipraticiens exerçant sur le site du jardin botanique de Komsilga. Une borne fontaine installée sur place et inaugurée ce samedi 29 juin. À coup sûr, les conditions de vie et de travail vont nettement s'améliorer sur ce site. Kwame Vedapa. Un peu plus de 2,5 hectares d'arbres et d'herbes. Nous sommes au jardin botanique de Komsilga, lieu de ressources très important pour les tradipraticiens. Il y a de l'effervescence sur le site ce 29 juin. C'est l'inauguration d'un ouvrage d'une utilité absolue. Une borne fontaine. De l'eau pour les hommes et surtout pour la pérennisation des plantes dont certaines jouent un rôle médicinal accru. Si les arbres sont arrosés, cela leur est bénéfique et ça l'est également pour les hommes. Nous demandons aux habitants du village de nous aider à bien entretenir ce jardin parce que la désertification avance. Nous avons des plantes médicinales en voie de disparition. Nous allons les planter ici pour que les futures générations puissent les découvrir et s'en servir. Depuis plusieurs années maintenant, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, essaye d'appuyer les tradipraticiens afin d'intégrer davantage la médecine traditionnelle dans le système de santé burkinabé. L'entretien de ce jardin botanique revêt donc un caractère primordial, notamment dans le domaine de la recherche et de l'enseignement. C'est un jardin botanique
donc qui peut jouer un rôle dans l'éducation. Parce que vous voyez, actuellement, il n'y a plus de plantes. Les étudiants ne connaissent plus les plantes. Alors que l'OMS a dit d'intégrer la médecine traditionnelle dans l'éducation universitaire. Nous avons commencé l'année passée, à Boé avait déjà commencé. Donc ça, ce sont du matériel d'éducation pour aller venir apprendre qu'est-ce que c'est que le karité, qu'est-ce que c'est que le nwabga, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ceci. La cérémonie d'inauguration de cette borne fontaine du jardin botanique de Komsilga a été organisée par l'Union des associations de tradipraticiens et herboristes. Elle a donné lieu à des scènes de réjouissance et à des expositions de produits de la pharmacopée. Plus question pour les personnes handicapées de l'arrondissement 9 de Ouagadougou de se victimiser. Elles ont décidé de s'affirmer dans la société. Pour la première fois, elles exposent leur savoir-faire au grand public. Alexis Belemnaba, Romo Koita. Entre exposition et prestations musicales, les personnes vivant avec un handicap démontrent leur savoir-faire. Décider de soigner le regard de la société sur leur handicap, c'est l'objectif recherché par le festival Komsna Yégué, une initiative de l'association des personnes vivant avec un handicap de l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Beaucoup de personnes vivant avec un handicap ont une activité qu'ils mènent, mais ils n'ont pas de débouchés. D'autres n'ont pas de soutien. Donc ce qui nous a amené à initier ce festival pour promouvoir et valoriser leurs œuvres artistiques et artisanales. Ceux qui ont une activité qu'ils mènent, qu'ils puissent avoir des débouchés. Ceux qui ont une activité qu'ils mènent et qui n'ont pas de moyens, que nous arrivons par exemple à les contacter avec des personnes de bonne volonté pour qu'on puisse les accompagner. Parce que notre objectif premier, c'est de les amener à éviter la mendicité. C'est-à-dire quand nous les voyons au bord d'un feu, etc. Bon, quand il y a une personne qui vit avec un handicap et tu vois un de tes frères ou soeurs qui est au bord du feu en train de mendier, c'est pas du tout facile. La mairie de l'arrondissement 9 adhère à la démarche de l'association. Elle promet son accompagnement. Nous constatons que l'handicap n'est pas une fin en soi, on ne le demande pas. Bon, on peut vivre aujourd'hui avec toutes ses facultés et demain perdre un de ses sens et devenir automatiquement une personne handicapée. Donc dans ce sens, il n'y a pas de raison quand même que nous aujourd'hui valides, refusons de choisir, d'aider les personnes vivant avec un handicap. Les personnes vivant avec un handicap ont besoin vraiment d'être galvanisées et d'avoir une personne près d'eux qui les soutient, quand ils savent que les autorités de la commune sont à leur côté. Je pense que c'est vraiment un appui et ça les moralise également et ça permet à tout un chacun vraiment de savoir que son handicap il n'est pas délaissé à lui seul. Les personnes vivant avec un handicap se soucient du climat social. Elles appellent à l'apaisement. Elles sollicitent un accompagnement du gouvernement pour leur autonomisation par des appuis à la création, à la promotion et à la valorisation. Aussi prônent-elles l'équité, le vivre ensemble et l'inclusion dans la société. Le festival se tient sur 3 jours. La mobilité, l'accessibilité, la scolarité, l'inégalité et la prospérité sont pour nous des difficultés. Aux États-Unis, le Burkina Faso séduit la ville de Houston, dans le Texas. C'est la communauté burkinabé qui crée l'événement, les JEC, les Journées économiques et culturelles du Burkina Faso à Houston. C'était du 20 au 23 juin dernier. Dans la capitale mondiale de l'énergie, la destination Burkina a été vendue et visiblement, les hommes d'affaires américains sont tombés sous le charme. Le reportage d'Aubin Guébré avec la voix de Kwame Vedapa. Tout commence par Greater Houston Partnership, la plus grande chambre de commerce de Houston. Le boss des lieux est face à la délégation burkinabé. Il présente les opportunités d'affaires entre Houston et le Burkina Faso. Houston, capitale mondiale de l'énergie, capitale économique du Texas. Le Texas, premier État des États-Unis d'Amérique en matière d'affaires, à cause de l'attractivité des lois, il y a de bonnes opportunités pour le Burkina Faso.
Et le choix de la ville de Houston est un choix agréable, excellent, dont le potentiel est énorme, on a vu, au niveau de l'énergie, de la santé, de l'agriculture, des infrastructures, etc., de l'éducation aussi. Et il y a un potentiel énorme. Et la Chambre de commerce que nous avons rencontrée ici est prête à nous recevoir pour qu'ensemble on bâtisse quelque chose de solide qui va impacter l'économie du Burkina. Donc ma joie est totale. Le Burkina Faso, à son tour, présente ses opportunités d'affaires. La Chambre de commerce Greater Houston Partnership semble bien intéressée. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous avons reçu la délégation burkinabé ici à la plus grande chambre de commerce du Texas. Nous avons pu, à travers l'exposé de la délégation burkinabé, nous rendre compte qu'il y a de belles opportunités d'affaires au Burkina Faso. Nous pensons qu'ensemble, nous pouvons booster les relations économiques entre votre pays et la ville de Houston. Nous allons y travailler. Après Greater Houston Partnership, rendez-vous avec l'un des hommes d'affaires les plus influents du Texas, McVeigh. Ancien candidat à la mairie de Houston, l'homme est actionnaire dans 16 entreprises aux États-Unis. Il est spécialiste en matière de mobilisation des financements. En 2011, il a été nommé directeur de l'USAID par Barack Obama. Après cette conférence, il pense toujours qu'il y a beaucoup d'opportunités pour le Burkina Faso, pour les investisseurs américains d'investir au Burkina Faso. Et également, il pense que ça sera, comme ils le disent, un win-win, ça veut dire un partenariat gagnant-gagnant. Mais il pense que pour la première étape, il faut que les Américains puissent d'abord investir au Burkina Faso. Et comme il a répété, l'Afrique est une grande destination, beaucoup d'opportunités en fait. Donc il pense que voilà, dans le futur, à travers des conférences pareilles, il pourra avoir un très bon partenariat avec le Burkina Faso. Initiative bien appréciée par les autorités burkinabées, c'est une délégation assez forte qui a participé à ces journées économiques et culturelles. Sincèrement, je suis très satisfait par ce partenariat que notre délégué CSPE, Barry, qui est un homme d'affaires, a lancé avec la partie américaine. Et je crois que ça témoigne grandement que, certes, l'État fait des efforts pour relancer la machine économique au Burkina, mais le secteur privé burkinabé aussi a un rôle, et mieux la diaspora. Je voudrais tout d'abord féliciter nos compatriotes de Houston qui ont pris l'initiative d'organiser cet événement. Je voudrais aussi saluer la présence des délégations venues du pays et me réjouir que c'est un premier pas suite aux échanges que nous avons eus avec la Chambre de commerce de Houston qui présage d'une coopération fructueuse entre nos deux pays. Enfin, j'allais dire la ville de Houston, voire avec les autres institutions au Burkina, notamment la Chambre de commerce qui est présente là aussi. Il faut aller très vite parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, notamment en ce qui concerne l'énergie dont notre pays a vraiment besoin. Et il y a le secteur médical et il y a également le secteur de l'eau et autres. Donc il faut vraiment saisir l'opportunité pour que l'axe Ouagadougou-Houston soit vraiment renforcé. Les JEC, c'est aussi un panel qui a réuni hommes d'affaires américains et délégations burkinabées. Entre le Burkina Faso et Houston, c'est 16 millions de dollars, soit plus de 9 milliards 400 millions de francs CFA d'échanges commerciaux en 2018. Des échanges croissants de Houston vers le Burkina Faso, mais faibles du Burkina Faso vers Houston. Madani Rachid Barry et son équipe veulent changer la donne à travers l'organisation de ces journées économiques et culturelles du Burkina Faso dans le Texas. Quelques hommes d'affaires qui étaient présents, qui ont pu créer des réseaux déjà, à échanger des business cards, discuter. Et je crois au niveau aussi ici de Houston, un ensemble de businessmen était quand même vraiment très content parce que bon, ils
voit des potentialités. Nous avons pu montrer avec bien sûr les structures étatiques, le Made in Burkina Faso, les opportunités que le Burkina a. Et je crois qu'un ensemble d'opérateurs économiques sont vraiment très intéressés. Vous savez, une des choses qu'il fallait vraiment surtout faire, c'est surtout vendre la destination Burkina Faso. C'était notre objectif premier. Je crois que c'est ce que nous avons pu quand même essayer d'atteindre. Et nous n'allons pas nous limiter à cela. Il faut continuer davantage. Je dois dire que ça ne doit pas seulement être au niveau de Houston. Bien sûr, même dans les autres États, au niveau des États-Unis, même dans les autres pays au niveau du monde, que chaque Burkinabé ou chaque structure puisse participer à vendre la destination Burkina Faso. C'est ça qui va aussi consolider un ensemble d'acquis, attirer un ensemble d'entrepreneurs qui puissent vraiment investir au niveau du Burkina et bien sûr participer à l'essor économique du Burkina. Le coup d'essai a bien été un coup de maître. Les organisateurs des JEC ont même réussi à mobiliser les autorités fédérales et locales américaines. En témoigne cette audience accordée à la délégation burkinabé par le maire de la ville de Houston. Tout en culture, l'événement s'achève à Houston. Tous sont unanimes. Il faut pérenniser les JEC. Taper dans l'œil des mélomanes et conquérir leur cœur pour de bon. Voilà qui fait travailler d'arrache-pied Baro Amidou alias Baramid. Après plusieurs tentatives infructueuses, l'artiste musicien burkinabé signe son retour sur le marché du disque avec le nouveau, un album de 10 titres présenté le week-end dernier aux journalistes. Nous sommes de retour au Faso avec Alfred Thioyer. Baro Amidou alias Baramid, un nom avec lequel il faudra désormais compter. Après plusieurs sorties infructueuses sur la scène musicale, l'artiste revient avec le nouveau. C'était un long trajet pour moi, voilà, comme on peut le dire, voilà, parce que c'était vraiment pas du tout simple, voilà. Mais déjà, c'est en fonction de tout ce que j'ai eu, disons, à traverser lors de la compilation de l'album, bon, qui m'a inspiré à lui donner le titre, le nouveau. Voilà. Nouvelle naissance, nouveau temps, nouveau flow, nouvel espoir. Le nouveau est un album au contenu divers et varié. Plusieurs gens et plusieurs thèmes s'y côtoient. De l'afro-trap au rap en passant par le raga et le R&B. Baramid chante l'amour, l'espoir et la paix. Cet album, la première chose que je vise, c'est d'abord me faire une place sur la scène musicale burkinabé. D'abord me faire une place et gagner la confiance du public, voilà, à partir de mes œuvres, puisque c'est toujours le public qui juge si les sons sont bien ou pas, donc c'est eux aussi qui permettent à l'artiste d'être connu et aussi pourquoi pas d'évoluer. Le nouveau est un album de 10 titres enregistrés au Studio D et au Studio Bois Sacré. Il est disponible sur le marché du disque depuis le 22 juin dernier au prix de 2000 francs CFA. C'est tout pour cette session d'information. Merci de votre constante fidélité à BF1. Quand on a la foi, on ne peut qu'être gentil. Et quand on est bon, on est forcément heureux. Pensez-y et passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes. À bientôt.